L'article 2492, relatif à la surassurance, s'applique uniquement à l'assurance de biens. Il n'y a pas de jurisprudence au sujet de cet article. Si l'assuré, de bonne foi, est dans une situation de surassurance, le contrat sera valide. A contrario, s'il est en situation de surassurance de mauvaise foi, c'est-à-dire avec l'intention de frauder l'assureur, le contrat est annulable. Prenons un exemple où l'assuré, de bonne foi, se trouve dans une situation de surassurance. L'assuré se procure la dernière édition d'une console de jeux vidéo qui est vendue au coût de 1 000 $. L'assuré assure ce bien pour la somme de 1 000 $. 4 ans plus tard, la même console de jeu se vend maintenant au coût de 300 $. Le contrat d'assurance est valide. En cas de sinistre en 2024, l'indemnité est toutefois limitée à la valeur de remplacement du bien, soit 300 $. Petite consolation pour l'assuré, les primes qu'il n'a pas encore payées et qui ne sont pas encore échues seront proportionnellement diminuées. Si par exemple l'assuré payait une prime initiale annuelle de 24 $, la prime pourrait être réduite à 12 $. Si l'assuré a déjà payé intégralement la prime annuelle, l'excédent demeure acquis à l'assureur. L'assuré ne peut alors pas demander un remboursement. Même chose, s'il y a 3 mois de primes échues, l'assureur pourra exiger le paiement de ces primes selon l'ancien taux. La prime sera réajustée pour les mois à venir. Dans le cas contraire, où la surassurance est attribuable à la mauvaise foi de l'assuré, l'assureur pourra demander la nullité du contrat afin de se soustraire à son obligation de payer l'indemnité. L'assureur aura alors le fardeau de démontrer l'intention frauduleuse de l'assuré. Fardeau de preuve particulièrement lourd en regard de la présomption de bonne foi prévue à l'article 2805 du Code civil du Québec. En pratique, c'est le scénario de la sous-assurance qui se présente davantage et qui peut avoir de lourdes conséquences pour l'assuré. Il y a sous-assurance lorsque le montant de la couverture est insuffisant pour remplacer le bien en cas de perte totale. À titre d'exemple, l'assuré a construit lui-même sa maison dans les années 80. Au fil des ans, il a effectué ici et là des améliorations à sa maison. L'assuré assure sa maison pour la somme de 300 000 $, alors que reconstruire aujourd'hui la même maison coûte 500 000 $. L'état de sous-assurance s'apprécie au jour du sinistre et non au jour de la formation du contrat. Il faut alors se demander, est-ce que le montant d'assurance au jour du sinistre est inférieur à la valeur de remplacement du bien à ce moment? Si la réponse à cette question est oui, on doit alors appliquer l'article 2493 in fine. La sanction en cas de sous-assurance varie selon la qualification de la perte. S'agit-il d'une perte totale ou d'une perte partielle? La qualification de la perte est une question de fait. Le juge de première instance bénéficie alors d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour d'appel, dans l'arrêt Cardin, a avancé certains critères permettant de déterminer s'il s'agit d'une perte partielle ou d'une perte totale. S'il s'agit d'une perte totale, l'indemnisation de l'assuré se limitera au montant de la couverture prévue au contrat. L'assuré subit alors une partie de la perte. C'est comme si l'assuré était son propre assureur pour la partie des dommages qui ne sont pas couverts.
l'assureur sera libéré par le versement du montant maximal de couverture, soit 300 000 $. L'assuré subit alors une perte directe de 200 000 $. S'il s'agit d'une perte partielle, l'assuré aura droit à une indemnité proportionnelle qui sera calculée selon la formule à l'écran. Si l'on reprend notre exemple initial, la maison se trouve sous-assurée à 60 %. L'assuré recevra donc 60 % du montant de la perte partielle, soit 30 000 $ si le montant de la perte partielle est par hypothèse de 50 000 $. À noter que s'il n'était pas dans un état de sous-assurance, l'assuré recevrait une indemnité de 50 000 $ pour la perte partielle. Conformément à l'article 24.14, l'assureur peut prévoir une autre formule de calcul avantageant l'assuré ou encore renoncer à l'application de la règle de l'indemnité proportionnelle. Si l'assureur renonce à la sanction de l'indemnité proportionnelle en cas de sous-assurance, il verserait 50 000 $ à l'assuré pour sa perte partielle, même si l'assuré est en situation de sous-assurance. En terminant, regardons le rôle du représentant à l'égard du montant de la couverture prévue au contrat d'assurance. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au représentant en assurance d'évaluer la valeur du bien. Toutefois, le représentant en assurance peut engager sa responsabilité professionnelle lorsque la situation de sous-assurance est très évidente et qu'il n'informe pas l'assuré. Il s'agit évidemment d'une question de fait. Voilà qui complète l'étude de la surassurance et la sous-assurance.